Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je vais vous inviter à rejoindre votre place, au moins une place dans cet auditorium. Vous le voyez, il est surdimensionné par rapport au public choisi que nous sommes. Mais nous nous tiendrons chaud malgré ce. Mon nom est Franck Vidal, je suis le directeur général d'Audencia Group. Et c'est pour moi un immense plaisir, soit de vous saluer à nouveau, soit pour ceux à qui je n'ai pas encore eu l'occasion de dire bonjour, eh bien de le faire. Nous sommes à un autre temps fort de ces deux journées, vous le savez, qui sont marquées du sceau de l'innovation, deux journées qui sont celles de Draft & Craft, un festival extraordinaire. Et je voudrais déjà vous solliciter pour que vous applaudissiez ceux et celles qui ont conçu ce festival, c'est-à-dire d'abord et avant tout nos étudiants. Pourquoi nos étudiants? Parce que nous pensons que nous devons être une école co-créée. C'est quelque chose que nous avons imaginé, conçu il y a quelques années sous l'impulsion, l'instigation de Nicolas Mainviel, un autre professeur qui mérite vos applaudissements, qui est là sur cette tribune. Et Nicolas nous a amené progressivement à nous dire que de la même façon qu'un certain nombre d'entreprises se libéraient, faisaient appel à de nouveaux modèles de management, il fallait aussi que les écoles se libèrent et que le savoir, il n'était pas que d'un côté, que la compétence, elle n'était pas que d'un côté, toujours le même, celui du professeur, mais que bien évidemment, nos étudiants, ceux à qui nous sommes censés enseigner un certain nombre de choses, eux aussi détenaient des talents à foison, détenaient des compétences en nombre, et qu'il appartenait à des établissements comme les nôtres de savoir les réunir, de savoir les magnifier, de savoir leur permettre de trouver pleine réalisation dans des réalisations. Nous avons commencé par Dreaming Audencia. Alors quand je dis nous, c'est un nous qui concerne l'ensemble de la communauté. Dreaming Audencia, puis Audencia Talent, puis aujourd'hui Draft & Craft. Derrière, il y a un programme particulièrement au sein d'Audencia qui s'appelle le Master Marketing, Design, Création d'Audencia. Ce master, il est particulier parce qu'il a 15 ans d'âge cette année, je crois, en 2015. 10, oui, 2005-2015, ça fait 10. Ça veut dire que depuis 10 ans, au sein d'Audencia, on se préoccupe d'associer le design au management, faisant là œuvre de pionnier. Œuvre de pionnier, d'ailleurs, qui est repris sous d'autres formes, dans d'autres institutions, et c'est intéressant de voir que par exemple, en ce moment même, à Lyon, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de remettre les diplômes du programme IDEA qu'ils ont créé, je peux parler d'IDEA, même dans cette maison, qu'ils ont créé en partenariat, parce que c'est là où je voulais en venir, avec l'école centrale de Lyon. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que nous sommes en train, au sein d'Audencia, de transformer assez profondément, pensons-nous, l'enseignement du management. Pour nous, le management, il doit nécessairement être irrigué, être en communication avec les autres domaines du savoir. Et aujourd'hui notamment, avec les savoirs issus du monde de l'ingénierie, pour nous c'est l'école centrale de Nantes, et les savoirs issus du monde de la création, de la créativité, pour nous, dans le cadre de l'alliance que nous formons ici à Nantes, c'est l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes. Ces trois établissements, ils sont porteurs associés à Draft & Craft, ils sont bien sûr porteurs associés du programme le master spécialisé marketing, design et création. C'est une autre façon de traduire les valeurs qui sont celles d'Audencia. Ces valeurs, elles sont au nombre de 3. C'est l'innovation. Nous pensons que nos maisons n'ont de raison d'être que si elles apportent quelque chose de nouveau dans le monde des affaires, quelque chose qui ne se faisait pas avant. C'est ce que nous tentons année après année, avec nos étudiants, avec nos partenaires, avec l'ensemble des entreprises qui nous font confiance, de réaliser. La deuxième de nos valeurs, c'est la coopération. Draft & Craft en est l'illustration, l'Alliance en est l'illustration, tous nos partenariats et toutes les entreprises présentes aujourd'hui en sont l'illustration. Nous avons l'humilité, mais c'est une conviction aussi, que rien de grand ne se fait sans l'autre et qu'il convient de partager pour recevoir beaucoup. Nous avons le sentiment, et je voulais vous en remercier, de beaucoup recevoir de nos étudiants, je l'ai dit, de nos professeurs, je l'ai souligné, mais également de nos partenaires, qu'ils soient entreprises ou académiques. La troisième de nos valeurs, c'est la responsabilité. Nous avons un fort investissement, vous le savez, dans le domaine de la RSE. Cette responsabilité, nous la voyons comme créatrice de valeur. La responsabilité sociale, c'est assurément pas un coût, mais c'est un levier d'innovation. C'est un levier pour, avec les autres, avec l'ensemble des parties prenantes, faire davantage et faire autrement.
Faire davantage et faire autrement, ça nécessite souvent des talents, certes, des partenaires, certes, mais aussi des lieux physiques dans lesquels vont s'inscrire les nouvelles façons d'apprendre, les nouvelles façons d'enseigner. Et je suis ravi que cette table ronde puisse se consacrer à ce sujet-là et débattre sur comment, d'une certaine façon, l'architecture tient la pédagogie en l'état, mais qui tient l'autre en l'état. Est-ce la pédagogie qui guide? Est-ce que c'est l'architecture qui guide? Est-ce que les deux se font écho? C'est ce que nous pensons. Nous allons tout à l'heure procéder à l'inauguration du Learning Lab, puis du Fab Lab, lieu que vous connaissez peut-être déjà ou que vous aurez l'occasion de découvrir avec nous dans un instant. Ces lieux, ils se situent aujourd'hui à la Jaunelière. Ce que je puis dire, c'est qu'au-delà de ces deux lieux que nous allons inaugurer ensemble, deux lieux qui ont été eux aussi co-construits, co-imaginés avec nos étudiants, c'est l'ensemble des équipements du groupe qui subissent cette transformation. Nous avons l'année dernière ouvert un campus à Paris qui préfigurait d'une certaine façon ce que nous allions développer ici. Nous avons récemment inauguré un executive center dans toutes nos activités plus publiques expérimentées qui lui aussi concentre un certain nombre de ces avancées. Et puis nous avons un formidable projet pour une autre école du groupe que Audencia Nantes, une école qui s'appelle Sciencecom, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui très prochainement, c'est-à-dire à la fin de l'année 2016, aura un bâtiment tout neuf, le Média Campus, qui concentrera à Nantes ce qui se fait de mieux en matière d'équipement et en matière d'innovation dans le domaine de la communication et des médias. Bref, encore une fois, l'expression que le management excède ses frontières vers la communication avec Sciencecom et qu'il doit se ressourcer et que pour ce faire, il faut des équipements adaptés et des lieux adaptés, pensés pour cela. Je suis très heureux que ce soit Pierre-Baptiste Goutani qui anime la table ronde qui va suivre. Un étudiant brillant, investi, surinvesti, nécessaire, précieux pour un établissement comme le nôtre. Et je vais vous quitter sur ces mots, sous vos applaudissements déchaînés, qui seront moins adressés à moi qu'à Pierre-Baptiste. Merci pour votre attention. Je vais prendre ma revanche puisque je n'ai pas eu droit à tant de compliments. En commençant, simplement pour vous dire que donc, le projet Draft & Craft bat son plein en ce moment. C'est un projet qui a comme objectif notamment de démocratiser le design. Franck Vidal a bien expliqué aussi le rôle de l'innovation dans cette école. Et donc c'est tout naturellement que Nathalie, vous allez commencer par nous expliquer un petit peu quelle est votre vision de l'innovation et votre travail au quotidien là-dessus. Bonsoir, alors merci de m'accueillir. Tout à l'heure, Nicolas m'a présenté comme experte, ce que je ne suis pas du tout. Je viens vous présenter mon expérience qui est un petit peu longue puisque, voilà. Je suis architecte et designer et donc du coup je comprends un petit peu les sujets dont on a parlé tout à l'heure. Et mon expérience à moi, c'est d'avoir commencé par l'architecture, d'avoir voulu faire du design pour passer à une échelle qui était plus celle du prototype et de faire des choses pour pouvoir les tester. Ensuite, j'ai voulu travailler pour des grosses entreprises, donc j'ai rejoint un grand groupe, plutôt dans l'innovation et toutes les méthodologies d'accompagnement, les méthodologies collaboratives. Et voilà, j'ai travaillé pour le groupe SEB, pour les équipes du groupe SEB, à les accompagner pour créer des nouveaux produits, mais plutôt sur le côté méthodologique. Et puis comme je suis architecte, je sais et j'ai compris l'impact des lieux sur le potentiel, sur le potentiel créatif, le potentiel, la performance des équipes. Il y a maintenant quelques petites années, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Work Friendly, qui veut dire rien du tout et en même temps qui veut dire ce que ça veut dire. Voilà, donc on se qualifie d'ergonomes autour des activités au sein de l'entreprise. On est vraiment spécialisé dans la mise en place des outils du collaboratif dans l'entreprise, c'est-à-dire des outils qui permettent de collaborer, et des environnements physiques, des outils numériques,
des méthodologies, des services, voilà, au service de la performance des équipes, même si c'est un mot en France qu'on n'aime pas trop utiliser, au service de l'efficience, et surtout dans l'idée d'être, on parlait tout à l'heure aussi la notion du bien-être, du confort, mais de remettre l'humain au cœur des processus de l'entreprise. Alors moi, ce que je vais faire, on m'a demandé de réagir sur ce que c'est que les lieux d'innovation. Je vais vous parler juste de mon expérience qui est celle que j'ai en entreprise. Je travaille donc aujourd'hui pour des entreprises de type qui sont assez grandes et qui aujourd'hui ont vraiment ce souhait. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les étudiants qui vont sortir d'ici vont aller dans des entreprises où les lieux d'innovation, les lieux de prototypage, les lieux de travail collaboratif sont là. En tout cas, c'est vraiment en train d'arriver depuis quelques années. Il y a encore 3 ans, ce discours, il était assez élitiste. Aujourd'hui, il est plutôt très, très répandu. Donc voilà, nous, notre positionnement aussi chez Work-Friendly, c'est d'essayer de diffuser ça au maximum et pas que pour les grosses entreprises. Alors aujourd'hui, on est plutôt avec des grands groupes, mais on espère bien que ça se diffusera au niveau des PME et des TPE, voire des environnements qui sont partagés. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait et sur ce que c'est pour moi les demandes qu'on a autour des lieux d'innovation. Pour l'entreprise, le lieu d'innovation, c'est avant tout un acte stratégique ou un acte de management. Et pourquoi le lieu, il est important ? Parce qu'il incarne et il permet, il incarne aux yeux des clients une politique, aux yeux une politique, une stratégie d'entreprise, et il incarne l'innovation pour les clients, et puis il incarne aussi, quand il est dans l'entreprise, aux yeux des collaborateurs, un positionnement, et il autorise certaines postures. Donc le lieu, c'est intéressant dans son aspect physique. Il enlève toute une partie intellectuelle. On n'a pas besoin d'expliquer. On le vit. Je veux juste vous montrer des réalisations qu'on a pu faire. Donc, en travaillant sur lieu d'innovation, un lieu d'image pour l'entreprise, par exemple, un point d'entrée qui est important. Alors, ce que je vous montre ici sont des showrooms. Des showrooms où on va travailler, des showrooms qui sont aujourd'hui de plus en plus collaboratifs. Alors, ce mot showroom dans les entreprises, il est toujours détesté. On a l'impression qu'on va rentrer dans un musée et que voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on est vraiment dans des showrooms où on fait venir nos clients, on monte nos technos, on monte nos produits. On va interagir avec eux, travailler avec eux, les immerger dans des contextes où ils vont pouvoir se projeter eux aussi avec leurs produits. Enfin voilà, donc on est dans des choses assez immersives. Le showroom, comme image de l'entreprise, devient réellement sont des lieux d'innovation. On y met à l'intérieur des endroits où on va pouvoir discuter, écrire, faire des brainstorming, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, on met tout le temps des mots de plus en plus compliqués à ce genre de choses, mais en tout cas, on essaye de sortir avec des business et des idées de business ou de collaboration autour de ça. On voit aussi apparaître beaucoup des lieux d'innovation au cœur de l'entreprise. Là, c'est un projet, c'est carrément dans une usine. On a poussé des lignes de fabrication, ce qui est quand même assez rare. Donc, un vrai enjeu pour l'entreprise, parce qu'ils ont enlevé des parties qu'ils ont repositionnées. Et donc, positionner au milieu une innovation room au cœur de l'usine, au cœur des lignes de fabrication, donc avec des publics qui sont très différents. L'enjeu ici, c'est de fédérer, donc c'est un rôle RH, management qui est très très fort et qui autorise aussi d'autres personnes de l'entreprise à rentrer. Vous voyez que dans la proposition, tout est ouvert, les panneaux s'ouvrent, sont support des brevets, mais aussi des choses qui sont passées, qui sont futures. On travaille donc sur des choses qui sont extrêmement mobiles, flexibles. Et là, c'est un lieu qui incarne vraiment au cœur de l'entreprise une politique et un souhait. C'est un outil pour innover. J'ai combien de temps en gros ? Ok. Alors ici un lieu pour prototyper, un lieu à prototyper aussi. Donc on part aussi de ce truc
donc de dire que les lieux, en fait, ils sont pas figés. Autant avant, on concevait, et puis on achetait du mobilier, puis on essayait que ça dure 10 ans, 20 ans, et puis or, aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même pas l'objet, et que si l'entreprise, elle est agile, il faut aussi que, même si on peut pas tout le temps pousser les murs, il faut aussi qu'au sein des pièces ou des espaces, on puisse redispatcher les activités. Ça, c'était intéressant. C'est en 5 jours, on part de ça et on arrive à quelque chose comme ça. Cette pièce, bon, ok, c'est une expérience, mais cette pièce, l'idée, c'était de repenser les comités de direction d'un lieu, donc Minatek Ideas Lab, au sein du CEA. C'est un environnement collaboratif où sont présentes beaucoup de grosses entreprises du CAC 40. Ils sont là pour collaborer autour de scénarios, de choses comme ça. Donc ici se passaient les comités de direction. Et on nous a demandé de réfléchir à comment on pouvait changer ça avec les utilisateurs, évidemment, les usagers, et puis avec une équipe de conception, avec des gens qui font. Et voilà. Donc on a proposé en 5 jours, on a changé les éléments, on a travaillé sur des hauteurs, on a changé des formes de pièces, on a travaillé sur des choses un petit peu différentes. Et puis surtout, on a donné un lieu qui était un lieu à continuer à faire évoluer. Ça fait 2 ans qu'on a fait ça, et ce lieu, il est toujours aussi utilisé, voire de plus en plus. Et bizarrement, il évolue, mais pas tant que ça. En fait, ils se sentent plutôt très bien dedans, et voilà. Donc, par exemple, je donne des trucs bêtes, mais ils avaient enlevé le tapis en verre, là, et puis parce qu'ils disaient, ouais, on se prend les pieds dedans et tout. Puis une fois qu'ils l'ont enlevé, ils se sont rendus compte qu'il signifiait pas mal de choses, et qu'il était aussi le lieu, l'arène, un petit peu où se passaient certaines prises de parole. Donc c'est aussi ce qu'on essaye de faire, et ce qui est intéressant, c'est que là, le mobilier ou l'agencement, il permet de rentrer en communication, de prendre des postures. Il autorise la prise de parole de manière assez différente dans un comité de direction. C'est intéressant. En tout cas, c'est une expérience intéressante. On a travaillé aussi pas mal sur des choses qui sont mobiles. Alors ça, peut-être qu'on connaît un petit peu plus, mais ça, c'est intéressant de pouvoir investir des lieux, quels qu'ils soient, des Algeco, c'est ce qui se passe en bas. En bas, ici, on a un Algeco qui est pour Becton Dickinson. Il travaille sur une méthodologie, sur un projet en méthodologie stratégie océan bleu. Et pendant une semaine, ils manipulent des tas de données, ils affichent des tonnes de choses, et ils ont un lieu qui est très pauvre. Ils ne peuvent pas être ailleurs que dans ce lieu-là. On réfléchit à des environnements qui permettent, qui sont assez expérientiels. Une petite table là aussi qui est assez rigolote, qu'on a posée dans des endroits, et qui permet de travailler. On teste des choses autour de la hiérarchie, la prise de position, des choses comme ça. La mobilité, la posture, l'ergonomie, l'expérience qu'on peut vivre. Je crois que ça, c'est important aussi dans ces lieux. Ça, c'est un produit que... Donc, on fait des projets chez Work-Friendly, puis de temps en temps, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, et on en fait des produits. C'est un produit qu'on est en train de commercialiser qui s'appelle Emerging, et qui est un espace de travail immersif, collaboratif et connecté. Donc on va pouvoir projeter sur l'ensemble des murs toutes les données d'un projet pour en faire des synthèses beaucoup plus rapides, créatives, intuitives. Ce sont des lieux qui permettent aussi de faire de la créativité. On en a fait plusieurs, donc un au CEA que vous voyez en haut, où on est très immergé, on est presque, si vous êtes familier des OBEA, des choses comme ça, on est un peu dans ce monde-là. En bas, on a, là c'est un projet pour une boîte qui fait des aménagements. Donc eux, ils vont utiliser cet outil pour faire des réunions de projet, appeler leur chef de chantier, voilà. On est sur un produit innovant et qui leur permet à eux aussi d'être innovants. Alors doublement, d'être très performants dans leur projet,
mais d'être innovants vis-à-vis de leurs clients. Et ça, c'est un élément qui est... peu de personnes sont dotées de ce type d'outils. Et puis, voilà. Et puis d'ailleurs, ici, ce matin, j'ai présenté ce produit et ce projet, et j'ai élaboré ce projet pour un groupe nantais qui s'appelle Kéran, ou plutôt connu sous le nom de SCE. Ils sont en train de refaire leur siège social par un architecte très connu, et donc ils vont, je l'espère, se doter de ce type d'outils. Eux, ils le voient vraiment comme ça, comme un outil de travail, de performance, mais aussi comme un outil pour faire venir leurs clients et faire comprendre aussi quels sont leurs projets. Bref. Voilà, rapidement, pour moi, demain, si je devais ouvrir un peu sur ce qui se passe ici. Donc, alors déjà, je trouve juste super, pour avoir donné quelques cours à l'école de Grenoble, école de management en design pendant quelques années. J'ai été frustrée, mais incroyablement, de ne pas avoir un lieu où une table pouvait bouger. Donc tout était accroché, de peur que les étudiants s'en aillent avec les tables. Non, je rigole, mais je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris. Et donc du coup, on ne pouvait pas maqueter, on ne pouvait rien faire. C'était terriblement frustrant. Donc quel bonheur que de voir tout à l'heure ce playground et de voir le Learning Lab. Parce qu'ils permettent de travailler différemment et d'expérimenter tout de suite ce qu'on a dans la tête. Moi, je trouve ça juste essentiel. Et puis, ce que je voudrais, moi, expérimenter et ce qui va, je pense, arriver, c'est dans les entreprises, c'est de mixer ces lieux de savoir et de connaissance, donc ces lieux d'innovation, et ces lieux de prototypage dans les mêmes endroits. Alors aujourd'hui, il y en a qui le font, mais ce sont des très gros. C'est Eurocopter, c'est des gens comme ça qui, à l'occasion de, quand ils repensent leur siège, mettent leur lieu de prototypage et leur laboratoire au cœur des autres fonctions, et notamment, et ça permet d'innover. Voilà comment on peut le décliner à des échelles qui sont plus petites et qui sont plus justes aussi par rapport à comment on appelle ça, un parc immobilier existant. Je vous remercie. Je m'appelle Nicolas Maviel, donc je dirige le master en marketing design, et j'ai eu la chance incroyable d'avoir le droit de demander à mes étudiants de créer un bac à sable. On ne savait pas trop ce que c'était, ça s'est passé en 3 mois. Un endroit où on aurait le droit de maqueter, de bidouiller, de tester, de faire ces choses-là. L'idée derrière n'était pas de faire un Fab Lab, donc c'est très intéressant de voir que le terme de Fab Lab s'est répandu par capillarité un peu partout dans l'école et c'est devenu un terme commun. C'est pas un Fab Lab au sens théorique, académique, du MIT, du Media Lab, etc. C'est pas un lieu qui est ouvert vers l'extérieur au sens production de connaissances, partagée, où je dois laisser mes 3D, où je dois afficher ce que j'ai fait, et je dois systématiquement le communiquer aux autres et leur en faire profiter. C'était plus un lieu un bac à sable pédagogique. On forme des étudiants, j'espère qu'on les forme bien, notamment en marketing, mais on ne leur explique pas ce que c'est qu'un produit. Et c'est quand même un peu terrifiant quand on y pense. On leur donne bien les 4P, on leur explique un positionnement prix, ce que c'est qu'un marché, une analyse concurrentielle. Ils sont super bons là-dessus. Et dès qu'il s'agit de toucher le produit, ils sont face à un designer et se disent « Oh là 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 là, c'est beau, c'est pas beau ». Il n'y a rien de pire pour un designer que d'avoir un type en face qui a le budget et qui dit « C'est beau ou c'est pas beau ». C'est un peu dur à digérer. On ne sait pas ce que c'est qu'une extrusion, on ne sait pas ce que c'est qu'une injection, un plastique, un plexi, enfin on n'a pas tous ces éléments-là. On ne les forme pas. Et donc pour faire ça, pour créer ce terrain de connaissance avec les autres parties de l'entreprise, qui sont notamment l'ingénierie et le design, et dans la mesure où c'est un peu culturel chez nous, on s'est dit, bon, on va leur faire des maquettes. Il faut qu'ils bidouillent, il faut qu'ils testent, il faut qu'ils se plantent, il faut qu'ils comprennent pourquoi ça marche pas, etc. Donc il y a une dimension outil qui est importante, outil physique. Hein. Vous voyez, il y a un tour à bois. Bon, il y a un tour à bois dans une école de commerce, c'est pas un truc qu'on s'attend à voir demain matin. Le lieu a été coupé en 2, je reviens derrière. Sachez que le lieu a été donc conçu par les étudiants du MDC. Ils l'ont aménagé, ils n'ont pas eu le droit de casser les murs et de faire l'électricité, mais tout le reste, ils y ont largement participé. Donc il y a cette première partie du lieu que vous pourrez aller voir tout à l'heure, qui est une partie un peu, entre guillemets, classique. On peut écrire au mur, tout se déplace, il n'y a rien de fixe pour le coup. C'est ouvert à peu près quand on veut.
Et ce que vous voyez derrière, enfermé entre guillemets, c'est la partie atelier machine. Je n'ai pas les photos, hop, je reviens en arrière, il n'y en a pas. Bon, vous la verrez tout à l'heure. Dans lequel on va mettre une imprimante 3D, on va avoir tous les outils électroportatifs qui vont être des ponceuses, des scies sauteuses, des perceuses, des décapeuses, des capeurs thermiques, des pistolets à colle. On a des outils, des stylos d'impression 3D, donc je dessine en l'air, le plastique est extrudé, il chauffe, il se refroidit, il se fige, on peut dessiner des choses en l'air comme ça. On a beaucoup de matériel de vidéo pour faire des maquettes réelles, on filme des usagers, on va injecter là-dedans quelques maquettes, des prototypes, on va faire des fictions réalistes, on va faire des web-séries par exemple. Donc tout ça, ça a pour objectif de descendre nos étudiants dans la chaîne de valeur, et là il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, pour les amener à toucher, à interagir et se confronter de manière parfois douloureuse avec la notion de produit en tant que tel. Ça, c'est quelque chose quand même qui est très important. Encore une fois, on forme des chefs de produits, chefs de projet, innovation, chefs de marque, etc., qui n'ont jamais vu une usine de leur vie. Je caricature à peine quand je dis ça. Et donc là, l'idée, c'est de les descendre, ils regardent, ils maquettent, ils formalisent une idée, ils peuvent la mettre à la poubelle et ils peuvent recommencer. Il y a une deuxième dimension. Donc ça, c'est un terme que j'ai beaucoup aimé dans la presse de Nathalie, qui est la notion d'acte managérial. C'est pas juste un lieu où on a mis une salle et des machines. C'est un positionnement fort qui est de dire que finalement on conçoit la pédago de manière un peu différente. C'est pas rien de dire ça. Hein. C'est ouvert H24, tous les jours de l'année, toute la semaine. Vous pouvez venir badger à 11h, il y aura quelqu'un, ou il n'y aura pas quelqu'un, je ne sais pas, mais le lieu est ouvert, vous pouvez venir. C'est ouvert sur l'extérieur, ça c'est la deuxième partie, parce qu'il y a toujours cette notion de compétence, même si on n'est pas dans une notion de partage au sens académique parfait du terme du Fab Lab, ça reste ouvert. Donc on invite des gens, on avait des gens qui se définissaient comme des curieux aujourd'hui, toute la semaine. Ils venaient, on leur disait bonjour, vous venez d'où? Je suis curieux. Bon, très bien, venez jouer avec nous. Vous êtes curieux, ils restaient une demi-heure et repartaient, et c'est très bien. On apprend plein de trucs, c'est marrant. Il y a un peu d'échange qui se crée. Donc on ouvre un petit peu sur l'extérieur. Et il y a une dernière dimension qui est importante, qui est la notion de projet, de connaissance et d'historique de projet. Il y a beaucoup d'entreprises où on fait des projets, l'entreprise n'est pas apprenante. Ou alors c'est documenté d'une telle manière qu'il faut se plonger dans un système si terrifiant et que personne n'a envie de se repalucher une documentation. Donc nous, ce qu'on dit, on va montrer toutes les maquettes intermédiaires, toutes les étapes, on les met au mur. Et puis toute personne pourra dire, ah tiens, pour le groupe 7 notamment, si vous y allez, vous verrez qu'il y a beaucoup de maquettes qu'on a fait pour ce partenaire historique du master. Tiens, ils ont fait ça, on a essayé de faire une machine à manteau, on a essayé de faire en full automatique tel type de produit. Tiens, ils ont bricolé une yaourtière, pourquoi ils ont fait ça? Et à chaque fois, il y a une histoire qu'on peut raconter, expliquer les échecs qu'on a connus dans le développement projet et comment on ne va pas les renouveler, on va essayer de les éviter la deuxième fois. Voilà, donc un parti pris assez fort, qui n'est pas juste de faire une salle avec des post-it, même si là on les voit beaucoup, les post-it c'est très important, mais qui est d'amener des étudiants à descendre réellement sur la dimension matérielle. On a Evonik par exemple, qui est anciennement Plexiglas, la marque que vous connaissez, qui envoie ses commerciaux former les étudiants, qui n'ont pas encore eu droit cette année, et qui laisse des matériaux physiques. Donc on a Target qui fait du sol, qui nous laisse des matériaux physiques, qui nous dit voilà comment ça marche, les qualités, pourquoi il faut l'utiliser, dans quel cas. Donc on touche réellement la production de l'offre, ce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire en temps normal dans une école de commerce. On en est même plutôt très très loin. Notre outil de prédilection, ça reste le PowerPoint pour le moment. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers vous, Valérie. Vous êtes la directrice de Audencia Innovation. Si on est là ce soir, c'est aussi pour inaugurer le Learning Lab, qui est donc une salle d'innovation également. Ma première question, tout simplement, est-ce que la salle est innovante ? Elle est innovante pour Audencia, puisqu'elle est nouvelle à Audencia. Donc, par définition, c'est une nouveauté. Elle est innovante dans son format. Elle est innovante également dans sa conception. C'est une salle, il y a 2 ans, on a mis en place au sein de l'Audencia Group, au niveau du personnel, un comité innovation avec des personnes, certains sont des enseignants, d'autres des personnels administratifs, documentalistes, assistantes de programme, des missions très variées au sein de l'école. Et au sein de ce comité, rapidement, on a questionné, on s'est engagé nous-mêmes dans une démarche de design thinking. On a travaillé avec un cabinet externe qui nous a accompagnés sur cette démarche. Et un des projets qui a émergé très rapidement, ça a été cette idée de salle innovante, de se dire, on a des lieux qui sont... la salle de classe traditionnelle, elle est relativement codifiée.
Elle est même très codifiée. Il y a un écran blanc, il y a une table ou un bureau pour l'enseignant, des tables à 2 places et des chaises pour les élèves. Et elles sont globalement, alors certaines sont en U, mais la majorité sont en rang d'oignon. Et donc aujourd'hui, c'est plus tout à fait satisfaisant. Le digital fait bouger la pédagogie, fait bouger les manières d'apprendre. Les générations d'étudiants, qu'on soit en formation initiale ou en formation continue, ont aussi des attentes qui sont nouvelles. Donc nous, comment en tant qu'établissement de formation, une école de management, on s'adapte et quel dispositif on met en place dans la salle de cours. Donc on s'est dit, on va démarrer avec une salle, une nouvelle salle, cette salle innovante. Donc on a été dans une logique de co-construction. Donc on a interrogé des étudiants, mais on a aussi beaucoup travaillé sur le mode du brainstorming au sein de ce comité. Et en se disant, posons-nous la question des usages, partons de l'usage, de l'utilisation, et comment une salle pourrait être conçue de manière différente pour faciliter les usages au sein d'un enseignement, au sein d'un cours, au sein d'un séminaire. Donc ça, c'est pour la démarche que nous avons adoptée. Bien évidemment, à un moment, on a travaillé avec des experts, on a travaillé avec les directions en interne qui sont spécialistes des opérations, de la vidéo, des systèmes d'information, qui sont également, qui connaissent ces problématiques de mobilier, parce qu'à un moment, on s'est posé la question du mobilier. On a travaillé à un cabinet, un fabricant de mobilier nous a aidés pour faire les choix. Donc une démarche de co-construction. Sur la salle en elle-même, je vais reprendre ce qu'a dit Nathalie, ce qui a été également souligné par Nicolas. C'est aussi un acte de management de changer les formats de cours. C'est également un lieu d'innovation. On attend que ce lieu permette d'inventer des nouveaux modes d'apprentissage. C'est également un élément de visibilité. Cette salle, elle est placée dans un lieu très visible au sein de l'école. Elle est placée dans un lieu, on a fait des ouvertures, on a ajouté des fenêtres, les portes étaient des portes fermées. On a vitré les portes. Donc elle est visible de l'extérieur, elle est visible, on est aussi dans une logique de visibilité pour la diffusion de l'innovation. On s'est dit, si ce lieu est ouvert, il est visible, il va donner envie. Il va donner envie aux enseignants, il va donner envie aux étudiants de le pratiquer de manière différente. Et puis également, on va ouvrir des savoirs, puisqu'on a 2 très grands écrans dans cette salle. Donc, que ce soit un PowerPoint ou un autre support qui soit utilisé, ce sera largement visible. Donc, c'est aussi faire évoluer, être dans une approche plus collaborative. Les salles de cours, traditionnellement, elles sont plutôt fermées. On a une petite partie vitrée, on ne voit pas beaucoup ce qui s'y passe. Là, le savoir va être plus exposé également. Donc un certain nombre. Et puis elle est, à notre avis, innovante parce qu'elle permet. Il y a 3 sous-espaces. Il y a un espace qui est un espace plutôt en mode présentation. Donc là, on aura soit l'enseignant, soit les étudiants vont projeter. Il y aura une transmission de savoir qui va s'opérer. Cet espace, qui est l'espace central, est modulable. Les chaises, les tables sont toutes sur roulettes. Donc on peut très facilement reconfigurer cet espace selon les besoins de l'enseignement. Il y a un espace qui est plutôt ce qu'on appelle l'espace lounge, des canapés, des tableaux blancs, donc travail en groupe dans un format différent, et puis un petit espace qui est l'espace amphithéâtre. Alors c'est les noms qu'on a, mini-amphi. Aujourd'hui, il y a probablement d'autres noms qui seront donnés à ces espaces, d'autres noms qui vont être inventés choisis par les utilisateurs pour permettre soit un travail individuel, puisque un étudiant pourra s'installer seul avec son ordi, avec sa tablette, avec d'autres supports papier, pourquoi pas, mais aussi travailler en groupe dans cet espace comme il le souhaite. Et puis également, on a éliminé le bureau du prof. On a mis un pupitre
pupitre haut avec une chaise haute, mais en se disant aussi que l'enseignant pouvait très bien vouloir s'asseoir devant ou derrière et être au milieu des élèves, ce qui n'est pas une pratique habituelle. Et j'ai vu cette semaine que la salle, elle a déjà été utilisée de cette manière. L'enseignant était assis. Il y a un programme, là, le AgriFood Business, qui a utilisé cette salle, ce Learning Lab, et l'enseignant n'était pas en position haute par rapport aux élèves, il était au milieu des élèves. Donc, X possibilités, beaucoup de curiosité pour voir comment ça va être. Les étudiants, les enseignants vont s'approprier cet endroit. Le but de cette table ronde, c'est aussi de vous laisser la possibilité d'interagir avec nos intervenants, puisqu'à 18h30 aura lieu l'inauguration de ces 2 lieux dont on parle. Donc si vous avez des questions, je crois que dans le public, il y a aussi des représentants de tiers-lieux d'innovation de l'écosystème nantais, donc si vous voulez aussi prendre la parole, ce sera avec plaisir. On va commencer en vous laissant réfléchir à d'autres questions. La première, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. L'innovation, est-ce que c'est un effet de mode ou bien est-ce que c'est vraiment une mutation profonde, quelque chose qui va perdurer dans les écoles et dans les entreprises ? L'innovation, elle est vieille comme le monde, donc c'est pas un effet de mode. Par contre, le fait que l'innovation l'innovation, elle, va perdurer. En revanche, aujourd'hui, le fait que l'innovation est indispensable dans les entreprises comme levier de performance, je dirais, c'est indiscutable. Et cette innovation, elle se fait à plusieurs niveaux. Elle se fait sur la dimension produit, marché, sur la dimension technologique, mais également de plus en plus sur la dimension sociale et managériale dans les entreprises. Donc, effet de mode, la réponse pour moi est non. Après, on a tendance peut-être à mettre, enfin c'est un mot qui est, c'est peut-être un buzzword aujourd'hui, on met beaucoup de choses derrière le mot innovation. Et je dirais tout ce qui change, tout ce qui est nouveau peut être qualifié d'innovation. Ce qui est important, c'est d'identifier ce qui est vraiment contributeur de valeur dans une organisation sur les différentes dimensions des entreprises. Plus que de dire l'innovation pour l'innovation n'a pas d'intérêt. Sur la masterclass précédente, la dimension, le design, j'étais frappée par chacun des intervenants a souligné l'importance de l'humain. Et le design au service de l'humain, pour certains, c'était vraiment la finalité première, mais pour tous, le produit ou le service auquel contribue le design a vocation à être dans une logique d'humanité. Le mot empathie a été utilisé à plusieurs reprises. Donc je fais le lien également avec l'innovation. L'innovation avec une finalité, avec du sens. L'innovation pour l'innovation. Alors après, on innove aussi pour tester. On invente, on teste, on prototype, essai-erreur. Ça fait également partie du process. Et on s'inscrit aussi dans cette logique. On prend des risques. Quand on développe un playground, quand on développe un learning lab, une école, c'est un investissement qui n'est pas négligeable. On est aussi dans cette logique de risque. Mais on l'accepte en pensant, bien évidemment, en souhaitant très fortement qu'on ne va pas se tromper. Mais il y a cette dimension incertitude, cette dimension risque qui est inévitablement présente. Oui, s'il vous plaît. Oui. Ouais, tu voulais... Je veux juste rajouter une chose. L'innovation, ok, dans les entreprises. Effectivement, c'est un peu le mot, d'ailleurs surprenant, mais c'est le mot le plus tapé sur Google, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, l'environnement, c'est un levier pour l'innovation. Et aujourd'hui, ce que moi je vois dans les entreprises, et je vous le dis, depuis que ça fait, il y avait vraiment ceux qui y réfléchissaient il y a quelques temps et qui avaient compris que voilà, ils ont testé. Et puis il y a les très grands qui ont quand même ouvert la voie. Il y a les plus petits qui se sont dit on va mettre un canapé orange et ça va marcher. Mais c'est pas vraiment ça.
Donc, réfléchir l'environnement comme levier d'innovation, aujourd'hui, c'est vraiment une vraie réflexion qui est dans les entreprises. Et plus qu'une réflexion, ce sont des actes. Et les actes que moi j'aime bien, c'est que ce ne sont pas des actes figés, c'est que les entreprises ont compris, alors je fais des généralités quand je dis ça, mais c'est quand même, en tout cas c'est ceux que je rencontre, ils ont compris aussi que ce n'était pas figé et qu'il fallait laisser la place à l'humain et à l'activité et au fait que les choses, elles n'ont pas forcément, on les pense, on les conçoit dans un usage, mais qu'elles peuvent être utilisées pour d'autres choses. Et c'est particulièrement vrai dans ces environnements-là. Et les environnements et les lieux d'innovation qui mettent à disposition des outils, des méthodes, du mobilier, des choses comme ça, doivent permettre ça. Et vraiment, c'est ce qui est attendu dans les entreprises aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut peut-être se dire, c'est que dans les entreprises, ces lieux-là, aujourd'hui, restent des... le seul mot qui me vient à l'idée, et pourtant c'est pas le bon, mais c'est un peu vrai, des verrues, c'est-à-dire des choses qu'on va poser comme ça. Mais on commence à voir que ça sort par les portes, ça va dans les couloirs et qu'il y a des petites choses qui se posent à droite à gauche à travers des équipements plus légers. Et puis moi je sais aussi que ça va redescendre et que ce qu'on a posé à un étage va commencer à aller à celui du dessous et va se décliner en plus petit, va être pris, les produits qu'on pose vont être pris et adaptés, déclinés, détournés, réutilisés, et puis à la fin on n'aura plus besoin de nous et nous on sera passé à autre chose. Et ça c'est vraiment ça qui est intéressant. Bonsoir. Ce soir, on est là pour célébrer la réussite de ces deux beaux projets. En termes de projets, quels sont les plus grands défis que vous avez eu à relever pour convaincre, je ne sais pas, votre hiérarchie, la structure, lever les fonds? Si vous pouviez, sans forcément, je ne veux pas ternir la soirée, mais en termes de projets, parce que c'est ambitieux, vous êtes arrivé au bout, et quels ont été les plus grands défis à relever? En fait, là, on peut même en parler très librement. Je pense qu'il y a eu... il n'y en a pas eu beaucoup, il y a une dimension technique, mais il y a eu Dreaming qui s'est passé, on avait eu l'idée de faire un lieu pour les étudiants, etc. En début d'année, j'ai dit au MDC, le 24 septembre pour être précis, ce serait bien qu'on ait un lieu à nous, où on pourrait bricoler, puis l'ouvrir et essayer de tester des choses. Le 14 décembre, on a présenté au comité de direction le projet Draft & Craft, on a eu un go, et on est le 27 février. Donc 14 décembre, 27 février. Et ça a été, pour le coup, là, moi j'ai vu une fluidité... Enfin, fluide, ça n'a pas été facile à sortir, hein. Mais entre le go du 14 décembre et le 27 février, là je parle en plus sous contrôle, mais je me sens très libre de dire que ça a été, dans le cas du Playground, ça a été très, très rapide. Mais du coup, quel était le plus grand défi? J'ai eu très peur de ne pas réussir à convaincre, et en fait, les étudiants ont fait une présentation. Ils ont énormément répété, ils ont présenté pourquoi ce truc-là était un environnement qui allait irriguer par capillarité Audencia, la pédago, toutes ces choses-là, que ça rentrait, c'était la plateforme de base de ce festival-là que vous voyez là. Ils ont présenté ça en 12 minutes chrono. Il y avait une dizaine de membres du comité de direction et il y a une conviction qui était tout de suite... Moi, j'avais peur de ne pas être en mesure de convaincre. J'étais intimement persuadé de convaincre l'adhésion des de générer étudiants l'adhésion. Ah non, alors non, parce que les direction. étudiants, ils arrivent, ils ont des grands yeux, on appuie sur un bouton, on imprime un truc. C'est sexy, c'est drôle. On a tout de suite envie de venir. Hein. Pour être très honnête, sur cette imprimante-là, je me suis scanné, j'ai scanné mon ami, j'en ai fait une invitation à mon mariage et tout le monde a rigolé. Donc c'est facile de générer de l'adhésion, entre guillemets, de l'appétence pour ces choses-là. Après, il y a une dimension clairement budgétaire qui n'était pas de mon ressort et je devais générer de la conviction là-dessus. Et ça s'est fait, ça a été emporté extrêmement rapidement. Parce que dans des structures, d'autres types de structures, on peut défendre devant un retour sur investissement, des fonds engagés. Je pense que madame de chez... l'a vu chez pas mal de ses clients. Non, là c'était un acte managérial fort qui était de te dire l'innovation c'est un pilier, il y a un lieu, pourquoi pas, oui, bricole. On l'a déjà prouvé, parce que ça fait 5 ans qu'on est partenaire avec le groupe CEP, ça fait 5 ans qu'on fait des maquettes, mais pas chez nous. Il y a eu une limite qui était de dire, on est dans l'alliance avec Centrale, pourquoi ne pas plus s'appuyer sur Centrale? Et la raison était de dire que c'est très bête, mais le lieu, et là j'ai beaucoup aimé l'exemple d'Eurocopter, je le mets au milieu, et même si on ouvre totalement Centrale, ils ont des machines qui n'ont rien à voir, hein, c'est une autre planète, je sais qu'on n'arrivera pas, même mes étudiants, à les amener là-bas, il faut traverser la rue, c'est bête. Alors que là, c'est en bas, il y a des machines à café à côté, ils peuvent sortir, et puis ça devient un lieu de vie en tant que tel, en fait.
C'était peut-être mon seul. Je sais pas si j'ai répondu, mais c'était. Si on va dire l'adhésion de la direction. J'ai retenu ça comme le plus grand défi. L'adhésion de la rédaction et la relation dans l'alliance, évidemment, où il y avait déjà des outils centrales, il n'y avait aucune vocation à rentrer en conflit, où il fallait expliquer que c'était autre chose de très complémentaire. Je crois que l'enjeu, il est plutôt maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un premier truc où on investit, ok, et l'enjeu, il est vraiment maintenant, c'est que une fois passé l'excitation d'avoir un nouvel outil et un joli jouet, il faut qu'il soit utilisé et qu'il prenne tout son sens. C'est là où le ROI, le mot super utilisé dans les entreprises, il va être effectif. Je ne sais pas comment on va pouvoir le mesurer ici. Dans les entreprises, c'est assez facile. Mais voilà, je crois que l'enjeu, il est vraiment maintenant. Et pour juste faire le parallèle dans les entreprises, qu'est-ce qui fait qu'elles décident d'y aller ou pas? C'est pareil, hein, elles se disent, bon allez, j'investis un petit peu, c'est budget autour de 100 000 euros, bing, ils me posent un truc, et puis après ils voient comment ça transforme et ça diffuse. Au départ, ils sont un peu frileux, ils se disent, ah mais ça va pas être utilisé, et en fait, généralement c'est pris d'assaut, et donc du coup, voilà, ça diffuse tout seul, mais ça modifie tout seul. Il n'y a pas besoin à chaque fois de mettre des tickets de temps. Pour rebondir sur ce que Nathalie vient de dire, moi par exemple, je sais que je vais avoir un gros challenge justement à partir de J+1 là. Les étudiants MDC, pour qui c'est natif d'aller bricoler, partent fin mars, et donc il va y avoir une transition qui va être difficile à trouver ou qu'il va falloir creuser pour amener des étudiants de grande école pour qui c'est pas du tout natif de venir entre début avril jusqu'à fin septembre, où je sais qu'il y aura encore de la vie automatique entre guillemets avec les prochains masters spécialisés. Ça par exemple, c'est un enjeu qui me paraît important. Il n'est pas question de laisser le lieu, bon, c'est la première année, on va apprendre en marchant, hein, mais le lieu s'arrêter là. Bonsoir. J'ai eu la chance d'être dans cette salle de classe dans le playground l'année dernière pour suivre un cursus. Et du coup, ça me fait penser à quelque chose. Dans cette salle, on pouvait mettre une 40aine d'étudiants. Quand on voit la salle ici, elle est très sympa. Le learning ou le playground ? Le learning, pardon. Le learning. Oui, excusez-moi. Et du coup, la question que je me pose, c'est que en termes de démocratisation de ce type de lieu, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un lieu, une salle, où il y a un petit nombre de personnes qui peuvent venir. On se dit c'est génial, mais on le déploie pas dans les autres espaces. Alors je ne sais pas comment c'est en entreprise, mais là, Audencia, vous disiez les professeurs se l'approprient, ils sont au milieu des élèves, c'est génial. Mais j'ai l'impression que pour des raisons de budget, tout simplement, ça peut être fait que dans une ou deux salles, et ça ne devient pas la norme en fait. Donc quelle est l'approche d'Audencia par rapport à ça? Et ensuite, côté work-friendly, là aussi, vous disiez c'est pris d'assaut. Dans ce cas-là, pourquoi c'est pas fait dans l'ensemble des lieux de l'entreprise? Après, on va pas cacher qu'il y a une dimension budgétaire. Une salle de ce type, elle est... Voilà, c'est pas le même coût que d'équiper, de renouveler les tables et les chaises dans une salle plus traditionnelle. Donc il y a effectivement, c'est une contrainte, mais néanmoins l'objectif c'est de décliner dans d'autres espaces ce type de configuration. Alors on ne va pas équiper demain 30 salles d'Audencia sur ce format. En tout cas, je n'ai pas connaissance de ressources immédiates qui nous permettraient de le faire, mais l'objectif est bien la déclinaison. Cette salle, même si on n'a pas le même type de mobilier, la même configuration, j'ai la conviction qu'elle va contribuer à faire évoluer, peut-être de manière plus frugale, d'autres espaces d'enseignement. Et donc on aura des effets bénéfiques dans d'autres espaces où un enseignant ou des étudiants vont se dire là où on consomme entre guillemets la salle de cours classique comme un standard, on ne se pose pas la question de la configuration. Le fait que cette salle existe, elle va contribuer à poser cette question. Et je pense que alors ça posera d'autres questions sur des problématiques. Un enseignant, s'il arrive que la salle a été chamboulée, comment fait-on pour la remettre dans une autre configuration rapidement? Mais on trouvera les solutions. Les utilisateurs trouveront les solutions. Moi, pour un élément de réponse, mes clients dans les entreprises sont plutôt les directeurs d'innovation ou les directeurs de recherche, et pas les services généraux.
Et donc du coup, ça change quand même pas mal les choses sur plein de points de vue. Quand on sait que dans les grandes entreprises, on a des contrats avec des grosses boîtes qui vont... voilà. Et donc on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, on est en train de bypasser dans les entreprises certaines choses qui sont process, qui sont mis en place et qui figent certains points pour justement mettre et expérimenter. Et ensuite, ce qui va faire changer les choses, c'est les utilisateurs. On change tellement les façons de faire, les façons de travailler, que quand on se remet dans un endroit où les tables elles sont accrochées au sol, il y a un moment donné où c'est plus possible. Donc, de fait, ça va changer. Et on fait bouger tout le monde, toute la chaîne. Évidemment, c'est pas on-off, c'est petit à petit, et on est dans une phase d'apprentissage et de changement, de transformation vraiment profonde des façons de travailler, et des façons de travailler ensemble, que ce soit dans les enseignements, l'éducation, mais aussi dans les entreprises. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça commence par les grands groupes, ça commence par des expériences. C'est de plus en plus vrai, et dans 10 ans, ce sera dans les plus petites entreprises, dans des parcs immobiliers qui sont aussi ce qu'ils sont aujourd'hui, vieillissants, machin et tout, mais pourtant, il va falloir aussi pouvoir travailler avec ça. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on peut vous applaudir. Je vous invite donc, comme on l'a annoncé, à nous rejoindre pour l'inauguration de ces deux lieux, le Learning Lab et le Playground. Comme on vous facilite la vie au MDC, vous n'avez qu'à suivre les pastilles oranges donc jusqu'à la sortie de l'amphi qui vous mènent tout droit au Learning Lab, et on vous attend là-bas. Merci.